Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast de Bibio. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui est hyper important dans le monde du business, qui est beaucoup discuté, c'est la supply chain et comment innover dans ce domaine. Et on est de retour quand même. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, j'étais un peu fatigué, mais là ça va mieux parce qu'on va parler d'un sujet qui est quand même hyper intéressant. Ouais, c'est la supply chain. Ouais. C'est ça, ça va être incroyable. On a parlé avant déjà, on a eu une fois la chance, quelques années en arrière, de aller visiter la Migros de Valais. Et puis on a pu avoir un petit bout de la supply chain. On va parler un peu plus après, combien d'acteurs peuvent rentrer encore là dans le jeu, mais c'était en tout cas très intéressant. Et puis je pense que c'est un sujet quand même d'actualité, puis il y a pas mal qui se font ou qui va se faire dans l'avenir là-dedans. Ouais. Peut-être la supply chain, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec le domaine, la supply chain, ça correspond en fait aux différentes étapes liées à la chaîne d'approvisionnement. Donc de l'achat des matières premières jusqu'à la livraison d'un produit ou du service au client. Donc ça comprend aussi bien sûr le stockage, quel type de livraison on va faire, la production, etc. Donc ça comprend quasiment tout, donc du début jusqu'à ce que le client trouve et reçoit le produit. En fait, ça représente aussi plusieurs intervenants, comme tu as dit, plusieurs entreprises, acteurs. Et en fait, l'idée, c'est quand même de garantir et d'optimiser la production de vos produits et services. Donc, elle diffère beaucoup entre quel type d'entreprise on est. Si on est un appel, ça va être très différent que si on est une petite PME valaisanne. C'est ça. Pour vous expliquer, le sujet était très actualité aussi à cause les dernières années, à cause du Covid déjà, et puis aujourd'hui aussi de la guerre. Ça commence le Covid avec certains produits qui viennent de la Chine ou de l'étranger. Il y a eu ce souci une fois avec ce bateau qui s'est fait croiser à Panama Canal. C'était ça en fait. On a vu que tout à coup, un petit souci quelque part dans notre coin du monde peut générer des problèmes ici. Par exemple, on va attendre maintenant 2 semaines plus tard pour un table qu'on a commandé, etc. Donc, aussi au niveau de la guerre, l'Ukraine, on ressentit que certains pays ont des problèmes au niveau de la pétrole ou des autres choses, énergie. Ça peut être n'importe quoi aussi. Actuellement, c'est un problème à cause de la faim mondiale, à cause de l'Ukraine, parce qu'eux, c'était un grand producteur de blé. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est ça. Aujourd'hui, c'est aussi beaucoup plus connecté. Donc, le monde, elle est très connectée. On a justement les grandes entreprises. Ils prennent, le plastique de la Chine, la technologie de l'Amérique, etc. Et puis, ils rassemblent tout pour faire un produit pour en fait vendre finalement aux clients, quoi. Et puis, c'est justement là-dedans, dans le supply chain, il y a pas mal de processus dedans. Il y a pas mal de choses à voir. Et puis aussi, pas mal d'innovation qui se fait. Mais comme toi, tu peux parler un peu plus aussi de l'aspect de durabilité, etc. Ouais. Qui est quand même un point central et puis qui est surtout très intéressant. Quoi. Peut-être un truc. Moi, j'avais travaillé, j'étais parti en Chine travailler un podcast sur le sujet aussi. Mais j'étais travaillé en Chine dans une entreprise qui est justement en fait un fournisseur de services pour tout ce qui est envoi, donc par avion, par train ou par bateau, et qui a plusieurs entrepôts en Chine. Et j'avais pu visiter quelques-uns de ces entrepôts. Et effectivement, le Covid, ça a surtout impacté au niveau de... donc les gens ne pouvaient plus aller travailler dans les entrepôts, etc., dû aux normes, etc. Et du coup, de ce que je me rappelle, moi, quand j'étais sur place, il y avait eu en fait le soulèvement un petit peu de Hong Kong à l'époque, etc. Et ça avait bloqué quelques entrepôts de l'entreprise dans laquelle je travaillais, qui était à Hong Kong, mais aussi à Shanghai, parce qu'il y avait eu des problèmes d'approvisionnement à ce moment-là. Et je me rappelle, le truc le plus difficile à ce moment-là, c'était de reprendre le rythme, parce qu'en fait, ils devaient rattraper des jours, rattraper des semaines, et ça, c'était franchement une folie. Et du coup, c'est vrai que ça impacte tellement vite notre quotidien si un élément d'une supply chain est bloqué. Et du coup, ça peut aussi
bloquer beaucoup d'entreprises. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important qu'on en parle aujourd'hui et qu'on en parle au niveau innovation, etc. Un autre élément qui est hyper important, c'est quand même on est dans une phase où on doit changer nos façons de faire d'un point de vue énergétique et environnemental. Donc on est dans une phase de transition énergétique et maintenant il est plus que nécessaire de combiner en fait, des choix qui sont responsables environnementalement et la gestion de notre supply chain. Déjà d'un point de vue de nos clients, les gens sont beaucoup plus attentifs à comment une entreprise produit ses services et ses produits. C'est aussi au niveau de la transparence aujourd'hui. On a beaucoup plus des entreprises où on peut, sur un t-shirt par exemple, scanner le QR code et puis ça montre de quel fournisseur, à quel trajet de la monde ce t-shirt vient, quoi. Et du coup, à ce niveau-là, si on fait des choix plus responsables, il faut aussi réfléchir à comment on va garder les charges et les coûts de notre chaîne d'approvisionnement. Parce qu'effectivement, selon où on se fournit, avec quel type d'énergie on se fournit, les prix vont fluctuer, vont varier. Quelle est votre décision en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur ? Est-ce que vous voulez plutôt réduire votre impact carbone ou plutôt payer moins cher ? Ça peut être des discussions qu'il y a en interne, des débats, etc. Mais je pense que dans une économie, on tourne vraiment plus vers des produits qui sont neutres en carbone et qui sont beaucoup plus réfléchis au niveau de leur impact carbone. C'est une solution à prendre en compte et à innover. Un autre aspect de la durabilité dans les produits, c'est aussi on va dire tout ce qui est responsabilité sociale et économique. Donc il faudra réfléchir pour votre chaîne à ce que les entreprises qui sont dans votre cercle et dans votre ligne de produits respectent les droits de l'homme, qu'il n'y a pas des gens qui sont bafoués à ce niveau-là. Il y a aussi l'aspect qu'on doit protéger la main-d'œuvre en éliminant le travail forcé, le travail des enfants, etc., qui est une thématique qui est vraie et qui est réelle. Mais aussi tout ce qui est discrimination sur le lieu de travail, etc. Si on travaille dans certains pays qui ne respectent pas forcément les droits de l'homme, c'est un élément à prendre en compte. Soutenir, comme j'ai dit avant, la protection de l'environnement en disant ok, moi je fais ma production via des énergies renouvelables, donc ça réduit mon impact CO2. Ou aussi prévenir de tout ce qui est corruption dans certains pays sous toutes ses formes. Donc il y a vraiment cette durabilité qui est prise en compte d'un point de vue économique, social et donc durable au niveau environnemental. Puis je pense que c'est un grand challenge aussi pour les grandes entreprises aujourd'hui parce que la supply chain, tu as mentionné 2-3 trucs, donc c'est vraiment pas très transparent en ce moment. C'est beaucoup des acteurs, les grandes entreprises qui ne savent souvent pas à partir de 2-3 étapes dans la supply chain où ça vient, comment ça se passe. Tu as parlé justement à des enfants qui travaillent ou des droits qui ne correspondent pas. Et puis on a vu à l'époque 2-3 fois, il y a des grandes entreprises qui étaient sous pression parce qu'il y a quelqu'un qui a justement fait le chemin de la supply chain et puis il a vu derrière que certains trucs ça marche pas très correct et puis voilà. Après, c'est clair, les grandes entreprises souvent disent écoute, nous on a notre contrat, on a notre ligne de droit, mais on n'a aucune chance de contrôler tout ça, quoi. Et puis là, on rend compte vraiment la globalité et puis la complexité d'un supply chain, maintenant dans une grande échelle, bien sûr. Ouais. Mais même, du coup, maintenant, on a abordé 3 raisons. Donc, par exemple, une pandémie qui débarque du jour au lendemain dans notre vie, comment ça va impacter votre supply chain. Donc, vous devez vous dire, OK, ma supply chain doit être agile et doit être prêt à répondre à certains points. On a eu la guerre, donc c'est de nouveau un truc qui dit, on s'y attendait pas, etc. Et puis ça arrive, ça bloque des choses dans notre supply chain. Donc, on doit se dire, peut-être on ne doit pas se fournir seulement dans un pays. On doit réfléchir à répartir le risque en étant dans 2-3 pays. Et maintenant, on a la transition énergétique et transition environnementale où les gens sont vraiment plus conscients de ça. Donc, c'est 3 raisons pour quasiment toutes les entreprises à se dire comment je peux innover dans ma supply chain. Je dis toutes les entreprises parce qu'on peut avoir même au niveau du Valais, je sais pas, un moment, une chose, je sais pas, un problème au niveau de nos barrages, etc., qui va intervenir et qui se dit ok, ma supply chain a impacté, comment je fais maintenant pour réussir à faire que mon entreprise survive. Donc ça fait 3 raisons qu'on doit se dire qu'on doit innover dans nos processus. Et innover dans son processus, c'est important
Tu peux nous en dire plus, Robin? Oui, bien sûr, l'innovation en général, je dirais, c'est important. Bien sûr, de la supply chain, c'est, je dirais, très important parce qu'on est dépendant justement des autres fournisseurs pour finalement faire le produit, faire le chiffre d'affaires. Et puis, innovation, ça peut aller dans plein de directions en fait. Donc, il n'y a pas une tendance aujourd'hui, on peut dire, ah oui, il y a toutes les entreprises qui font ça maintenant. Parce que, comme j'ai dit avant, il y a différents acteurs, on a différents produits, chaque fois ça change. Donc, par exemple, on a des innovations qui se font sur le pricing des fois, sur la supply chain en général, la décarbonisation, mais aussi dans le business model en général. Est-ce qu'on cherche plutôt des autres fournisseurs qui sont peut-être plus proches, mais plus chers aussi? Ça veut dire que moi, le produit, après, je dois mettre aussi un nouvel prix. Est-ce que mes clients sont finalement aussi prêts à faire cette étape? Donc, on voit, il y a une manière à penser très global dès le changement et puis quelle innovation je mets en place finalement. Ouais. Non, clairement, c'est très juste ce que tu dis. Et puis souvent, ce que je trouve juste, c'est que souvent les gens confondent dans l'innovation. Ils se disent, l'innovation, c'est seulement dans le produit que je fournis. C'est seulement dans la solution que je vais créer, donc dans l'idée de base que j'ai. Alors que dans quasiment tous les livres d'innovation, vous allez retrouver des exemples d'innovation dans tout ce qui est pricing, supply chain, et au niveau de votre business model, ça va être ces éléments qui sont intéressants. Donc, comment, en tant qu'entreprise, assez simplement, j'arrive à innover en fournissant un nouvel élément. Après, je pense que c'est un grand challenge pour les entreprises aujourd'hui parce que un truc qui marche aujourd'hui, pourquoi le changer, quoi? Parce que si on change quelque chose, un petit clé, juste un petit paramètre de la supply chain, ça peut quand même générer des grands risques. Tout à coup, on s'est fâché avec un autre fournisseur parce qu'on a pris l'autre. Il ne veut plus travailler ensemble, donc on est de nouveau dépendant avec quelque chose de neuf qu'on ne sait pas, peut-être on n'a pas la confiance, on ne sait pas trop. Donc ça peut bloquer quand même des entreprises à aller vers l'innovation, quoi. On peut donner peut-être quelques exemples des exemples qu'on connaît régionalement, mais aussi au niveau du monde, sur comment les gens, les entreprises sont assez connues mondialement, comment ils ont réussi à adapter leur supply chain. Je trouve un exemple qui est local et qui est assez pertinent, c'est déjà le sulfatage de vos vignes. Ils ont changé la façon, si jamais, de sulfater les vignes. On se rappelle à l'époque, et moi je le vis encore parce que je suis pas loin de vignes. Ouais, moi aussi. Je me fais réveiller à 5h du matin ou à 6h par un hélicoptère qui passe et qui sulfatait le long des vignes. Déjà, ça te réveillait. Et en plus de ça, je sais pas si tu regardais les manœuvres qu'ils faisaient. C'est hyper compliqué, complexe. Il faut des formations pour faire ça. Ils font des retournées sur eux-mêmes, etc. Et puis aller très proche de la terre. Très proche de la terre. Avec le produit dessus. On ne gère pas forcément tous les flux d'air, etc. Donc c'était une chose qui se faisait pour aller plus vite, pour être plus efficace au niveau du sulfatage. Et maintenant, on a des entreprises locales qui ont lancé en fait le sulfatage via drone. Et donc j'ai vu ça beaucoup cette année. Donc je suis assez content. Maintenant, quand je prenais la voiture, je voyais souvent une camionnette, une personne qui était assise sur sa camionnette et qui gérait le drone à distance. Je voyais le drone passer juste à côté de ma maison. Franchement, ça m'a fait plaisir. Mais là, on voit un exemple typiquement de sulfatage, de changement de supply chain qui est, je pense, plus écologique et à questionner quel est le point économique. Je ne connais pas assez le sujet, mais je pense qu'économiquement, c'est plus simple de faire rouler un drone qu'un hélicoptère. C'est clair, je pense que le petit exemple comme ça, c'est un grand impact parce que c'est aussi une question des ressources, toujours les supply chain. Et puis là, on prend vraiment une ressource et puis on pointe sur quelque chose et puis on utilise ça comme ça. Notre exemple aussi régional, moi j'ai le bureau à Sion, donc je suis toujours à Sion et puis je vois toujours ces cargo bikes qui se promènent dans la ville. Donc c'est des vélos avec comme un petit camionnette derrière ou devant et puis ils distribuent en fait les colis à Sion, quoi. Donc ici on va dans Sion c'est pas une des grandes villes, mais je veux dire aujourd'hui dans les grandes villes ou même déjà à Sion on remarque qu'il y a la peine la poste en fait de faire étape par étape les colis, aller chez porte avec les voitures, avec les grands camionnettes, etc. parce qu'on a la mobilité change. De plus en plus, on a des centres de vente, on a des routes qui sont bloquées, et puis on ne peut pas accéder à ces maisons. Et puis, comme ça, on vient vraiment dans un aspect qu'on dit, écoute, on a un autre aspect,
on met en place une équipe de 10 personnes ou je sais pas quoi. On prend des vélos et puis on dispatche en fait dans la ville qu'avec des vélos, quoi. Donc on est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace au niveau déjà aussi des ressources parce qu'on n'a pas de voiture, etc. En plus on fait du sport. Je pense que c'est bien aussi pour les gens qui travaillent là. Mais ça donne déjà quand même une certaine exemple comment une innovation de la supply chain qui pourrait se faire, quoi. Ouais. Une autre innovation qui est aussi un peu liée quand même à la supply chain, mais là c'est plutôt un service que je vais mettre en avant, c'est aussi un local et c'est un projet qu'on a financé une fois sur Winterthur, que j'avais trouvé toujours très intéressant. Ça change la façon de consommer en fait d'un produit. Tu as une poussette, à l'époque on achetait une poussette et on se rendait compte que les caractéristiques de la poussette elles ne correspondaient plus au bébé à partir de 6 mois. Et ça, quand tu n'es pas parent et que tu ne connais pas, franchement c'est dur à se rendre compte. Donc du coup tu achetais tout le temps des poussettes, etc. Et eux ils ont proposé un service en ville d'abonnement de poussettes. Donc tous les 6 mois tu pouvais prendre de nouvelles poussettes, la ramener. Et donc en fait ça donnait toujours une deuxième vie à vos poussettes. Ah, c'est incroyable. Donc ça rendait la chose beaucoup plus durable et économiquement beaucoup plus viable pour les parents, parce qu'une poussette ça va de 100 francs à 400, 500, 600 francs selon le type de poussette que vous avez. Ouais. Il y en a qui sont mieux pour aller rouler, etc. Donc ça c'est typiquement une innovation dans votre façon d'atteindre votre client qui change la supply chain et qui va être durable à ces niveaux-là. Et puis le produit c'est la même, quoi. Et le produit à la fin c'est la même, c'est vous avez une poussette pour pousser votre enfant. C'est ça. On a encore 2 exemples un peu plus grands, ouais. Je dirais. Moi j'ai trouvé intéressant parce qu'il y a Zalando qui est un des plus grands, je dirais, distributeurs de la mode ici en Europe, ouais. Surtout. C'est incroyable qu'est-ce qu'ils font. Et puis eux ils ont lancé, je crois en 2018, un truc comme ça, le Zalando Circle. Donc en fait j'ai trouvé intéressant parce que si on parle aujourd'hui de la supply chain, on commence toujours par quelque part les matières premières jusqu'au client. Et puis là, ça arrête. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut encore penser une étape un peu plus loin, que ça n'arrête pas chez le client. Zalando Circle fait ça dans le sens, en fait, ils ont l'utilisation des vêtements un peu plus linéaire. Donc, moi, en tant que consommateur, je achète, je porte, je fous loin. Et puis Zalando s'est posé la question comment on peut réutiliser ces ressources. Et puis ils ont fait justement le produit Zalando Circle. Tout comme ça, moi, je peux insérer de nouveau sur la plateforme Zalando. Je crois qu'il y a une plateforme Zalando un peu second-hand où moi-même, je peux réinsérer mon t-shirt, par exemple, que je ne veux plus porter. Je peux remettre là-dedans pour les autres l'acheter, quoi. Et puis comme ça, on entend des fois, c'est le circulaire, donc c'est le processus circulaire. Donc on réutilise, on remet en vente et puis on peut réutiliser par un autre. Donc ça, je trouve assez fort de Zalando de dire écoute, ça n'arrête pas chez le client, ou on peut encore plus loin une étape de dire écoute, même si le client il besoin plus, qu'est-ce que je ferais, quoi, ou qu'est-ce que moi je peux aujourd'hui mettre en place pour qu'on ait une solution prête à ça, quoi. Ouais, donc réfléchir à l'après de votre produit, comment vous allez pouvoir ou le remettre sur le marché ou le réutiliser pour vous, ça fait aussi partie donc maintenant de la supply chain qui est devenue plus moderne. C'est ça. C'est vraiment ça. Et le deuxième exemple d'une société un peu plus grande, on a pris l'exemple d'Amazon, et celle-ci qui est vraiment spécifique à la gestion des stocks et à la coordination de son stock. Donc maintenant, on a vu plusieurs vidéos de leurs hangars, par exemple aux États-Unis, qui sont en fait gérés par l'intelligence artificielle et des QR codes sur le sol. Donc on arrive à dire ok, quel produit on veut, et puis ça se déplace vers la personne. Il y a une personne qui est responsable, qui scanne le produit et qui le redonne. Donc déjà, il y a un point de vue économiquement, c'est efficace car on a moins besoin de personnes. Ça, c'est vu en bien ou en mal, mais je pense que sur le long terme, tout ce qui est AI, intelligence artificielle, ça va permettre de créer plus d'emplois que d'en supprimer. Mais ça, c'est aussi une discussion qu'il faut avoir en interne de l'entreprise. Mais eux, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ça a impacté quand même un petit peu leurs employés, etc. Mais d'un autre côté, il y a le côté où les employés n'ont plus besoin de porter, se baisser, chercher les choses, etc. Il y a moins de risques à ce niveau-là, donc il y a les deux côtés. Mais du coup, il y a vraiment une gestion des stocks au niveau de l'intelligence artificielle. Tu as les petites choses qui se baladent, les petits robots qui se baladent. C'est impressionnant à voir. Et puis, c'est une réalité au niveau d'Amazon. Mais donc ça, c'est vraiment au niveau d'entreprise un peu plus
haute, mais ça peut donner des inspirations. Parce que de nouveau, on a parlé de différents domaines, que ce soit les vêtements, le vin, etc. C'est des exemples de domaines qu'on peut s'inspirer et qui peut être implémenté dans un nouveau domaine. Copier-coller, c'est pas innover, mais copier et adapter, c'est aussi innover. Donc, c'est un conseil qu'on pourrait vous donner, c'est aller voir ce qui se fait ailleurs dans d'autres domaines et puis essayer de l'implémenter dans votre processus, dans votre supply chain pour essayer d'innover et de créer une nouvelle supply chain pour votre entreprise. Nickel, super cool. Bien rémusé. On arrive à la fin, quoi. Super. Alors, je vous remercie à tous pour l'écoute. N'hésitez pas à nous surtout follower sur YouTube et puis tous les réseaux sociaux. Ouais, likez cette vidéo, abonnez-vous sur le petit bouton rouge, on ne le rappelle pas assez. Et puis, sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Merci beaucoup à tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao.